Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. L'interview politique d'Europe 1. Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Jean Glavany, député socialiste des Hautes-Pyrénées. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue Jean Glavany, bonjour. Bonjour. C'est pas nous qui vous avons fait ce petit bobo sur le front. Non, c'est la vie de tous les jours. Les policiers aidés par l'hébergeur occasionnel de Descartes ont arrêté donc cette nuit le tireur de Libération. Ils ont agi vite, on peut leur donner un coup de chapeau. Oui, c'est plus qu'un coup de chapeau, parce que moi ce matin j'ai pensé tout de suite à ces dizaines, ces centaines de policiers de terrain, de police scientifique, de laboratoire, d'analyse, tous ces gens-là qui, dans une chaîne d'efficacité remarquable, a obtenu ce résultat. Je dis ça parce que aujourd'hui il y a un grand débat sur les impôts, peut-être vous m'en parlerez, les impôts ça sert aussi à ça, à payer une police efficace. Et on peut dire que c'est le succès des photos diffusées, des appels à témoins et aussi de la vidéosurveillance. Oui, la vidéosurveillance. Moi, j'ai jamais eu d'angoisse idéologique par rapport à la vidéosurveillance. Mais beaucoup de vos amis, oui. Oui, je le sais, mais la vidéosurveillance, c'est un outil, et un outil n'est pas mauvais en soi. C'est l'usage qu'on peut en faire qui peut être mauvais. En l'occurrence, quand il s'agit de retrouver des assassins, la vidéosurveillance, c'est un bon outil. Eh bien, dès cette nuit, le ministre de l'Intérieur a fait le premier commentaire sur ce qu'il appelle la chasse à l'homme. Or, c'est le procureur de la République qui est le patron de l'enquête et qui la mène. François Molins, lui, se tait et est absent. Est-ce que c'est normal, ça ? J'ai écouté les déclarations du ministre de l'Intérieur ce matin, avant de venir vous rencontrer, et j'ai trouvé qu'il était d'une extrême prudence. À plusieurs reprises, il a dit « je ne répondrai pas, c'est pas à moi de répondre, c'est à la justice ». J'ai trouvé que c'était un ministre de l'Intérieur très soucieux de respecter l'indépendance de la justice. Donc je n'ai pas de reproche à lui faire. Mais il parle, alors que normalement, ça doit être dans l'ordre, la justice d'abord, puis la police, ou parfois en même temps. Il parle pour se réjouir et féliciter les responsables de la police qui sont sous ses ordres, il les remercie, il les félicite. Il n'a rien dit sur l'enquête elle-même. Descartes appartenait à une cellule connue et autonome d'extrême droite. Il a beaucoup voyagé à l'étranger, comme l'a dit tout à l'heure Alain Gauche, je crois, non ? Comment ? D'extrême gauche, je crois, non ? Oui, c'est ce que je dis, d'extrême gauche. Il a beaucoup voyagé à l'étranger, Alain Caux l'a dit tout à l'heure. Il avait un comportement bizarre, même en prison. Pourquoi il n'était pas suivi ? Ou plus suivi ? C'est peut-être une bonne question, et si c'est une bonne question, j'espère que l'enquête le permettra, et si ce n'est l'enquête judiciaire, que des enquêtes administratives permettent de savoir si ce suivi a été mal effectué. C'est des questions que l'on a déjà posées à propos de Mera, à propos de l'attitude du service de renseignement. Vous connaissez bien l'affaire de Mera, qui m'est arrivé de la commission secret, oui. Et donc, c'est des questions qu'il faut se poser après des... Et pourquoi il n'y avait pas de traces d'ADN ? Je n'ai pas de réponse à donner à ce En revanche, vous allez peut-être répondre au fait que les céréaliers de l'Île-de-France, on le dit sur Europe 1 avec tous les reporters, bloquent en ce moment les accès ouest et sud de Paris. Le ministre de l'Intérieur, est-ce qu'il devrait faire bloquer leurs tracteurs ? Je pense que autant on a le droit de manifester, autant on a le droit de protester, autant on a le droit de faire grève, autant etc. Autant on n'a pas le droit de porter atteinte à la liberté d'aller et venir des concitoyens. Je trouve que cette idée d'empêcher les gens d'aller à leur travail, de porter les enfants à leur crèche, ou au lycée ou au collège, quelque chose d'inacceptable. Et surtout de la part de ces agriculteurs que je connais bien et qui sont parmi les plus favorisés de France. Ils ont touché il y a 40 ans... Les céréaliers. Ce qu'on appelle les primes de la PAC. Qui ont été inventés il y a 40 ans pour compenser des baisses de prix. Eh bien, qui se répètent depuis 40 ans, on n'a jamais dit qu'on allait compenser des baisses de prix qui interviendraient tous les ans. Même quand il y a des hausses de prix, on compense avec les mêmes primes. Et ces primes sont calculées à l'hectare et à la production. C'est-à-dire, plus vous produisez, donc plus vous avez d'hectares, plus vous gagnez de primes. Mais vous êtes en train de nous dire qu'ils ne sont pas les plus malheureux. C'est évidemment non seulement pas les plus malheureux, c'est les plus subventionnés. Et 80% des primes vont à 20% des plus gros agriculteurs. Et que ceux-là, aujourd'hui, où nous avons tous besoin de faire preuve de solidarité à l'égard des plus défavorisés, c'est-à-dire les éleveurs ? Notamment des éleveurs et aussi des petits paysans qui ne touchent pas une prime PAC, pas un euro de prime PAC, que ceux qui touchent le plus bloquent les routes en disant on veut toucher à nos primes, c'est un vrai scandale d'un point de vue de la République. Et il s'agit de commandos de jeunes agriculteurs qui ont la réputation d'être de droite et qui n'ont peur de rien. Et il y a une action politique, parce que d'après ce qu'on entend, leur slogan c'est la démission de François Hollande. Ah oui, mais c'est ça va avec la baisse des primes PAC, ça j'imagine. Non, tout ça n'est pas sérieux, tout ça n'est pas républicain. Aujourd'hui, la France est dans une situation extrêmement difficile. Tout le monde doit faire des efforts. Et qu'on demande des efforts aux plus gros paysans, ceux qui touchent le plus d'argent de la PAC, c'est-à-dire de l'argent des contribuables français. Oui, mais ils vont moins en toucher. Ce qu'il dit, c'est qu'ils vont moins en toucher entre 2014 et 2020. Mais pour que les petits agriculteurs qui ne touchent rien touchent un peu plus. Donc vive la solidarité entre agriculteurs. Vive la solidarité. Et la FNSEA, comme tous les grands syndicats, est débordée. Xavier Belin cherche en ce moment à décourager le caractère politique de ces manifestations. En vain, parce qu'on nous dit qu'il y a d'autres régions qui vont bouger. Le Nord, le Centre, la Picardie.
Et le 30, la Bretagne. J'ai connu ça quand j'étais ministre de l'Agriculture il y a une quinzaine d'années. Moi aussi, je m'étais attaqué à ce problème et j'avais voulu moduler les aides. Moi aussi, je m'étais affronté à ce genre de protestation. Il faut tenir bon. Quand on fait de la justice et de la solidarité, il faut être fort de ses convictions. Donc Stéphane Le Foll a raison, selon vous, Il a raison. ancien ministre de l'Agriculture, de refuser de leur céder. Il a raison et il a tout mon soutien. Mais pourquoi vous dites que c'est un scandale, leur manif, là, en ce moment, leur blocus? C'est un scandale quand on touche les primes les plus élevées d'Europe. Que l'on bloque les routes parce qu'on va vous en prendre un cinquième ou un dixième. C'est un scandale. La remise à plat de la fiscalité, est-ce que vous en connaissiez le projet vous-même? Ah non, nous avons tous été surpris par cette annonce avant-hier, c'est ça. Donc je pense qu'il y avait, y compris des membres du gouvernement qui ont été surpris. Et donc on va se mettre à ce chantier avec beaucoup d'enthousiasme. On pourrait développer ce sujet, on le fera demain avec Bernard Cazeneuve, parce que François sera Hollande... sûrement plus compétent que moi. Ouais, non, ouais, François Hollande a trouvé en vous le médiateur magicien pour calmer la soi-disant colère des présidents de clubs de foot. Par quel tour de passe-passe, Jean Glavany, vous y êtes arrivé? Oh, c'est pas un tour de passe-passe. D'abord, c'est par le dialogue, le respect, l'échange, la courtoisie. Je pense que ça marche. Bien sûr. Non, si, c'est vrai, parce que quand on parle respectueusement à quelqu'un et qu'on fait preuve de courtoisie, déjà, ça détend l'atmosphère. La deuxième chose que j'ai faite, c'est de leur dire qu'il était hors de question de revenir sur la taxe à 75% pour ces clubs qui versent des revenus de plus d'1 million d'euros pour leurs joueurs. Alors, vous leur avez proposé quoi? Du cas par cas, du sur-mesure? Je leur ai dit avec fermeté et je leur ai montré pourquoi, parce qu'il y en avait certains, et peut-être encore maintenant, qui espéraient qu'on puisse revenir ou faire un amendement pour le foot, ce qui aurait été encore plus scandaleux. Deuxièmement, je leur ai dit que comme tout contribuable, comme vous, comme nous tous dans ce studio, quand on a des impôts à payer, on peut choisir de les mensualiser ou de payer par tiers provisionnel ou de tout payer d'un coup à l'avance, ça dépend de la trésorerie. Et donc le fisc serait... comme ça, il n'y aurait pas de règle générale, mais des négociations au cas par cas. Et troisièmement, je leur ai dit que puisque le gouvernement m'avait confié une tâche d'études et de propositions, le travail, nous le faisons depuis 3 mois et nous le finirons en janvier, sur l'avenir du foot professionnel, eh bien que nous ferons des propositions sur l'environnement économique et qui, je les appelais à cette table de négociation. En attendant, il faut qu'ils payent. En attendant, il faut qu'ils payent. Oui. Qui seraient les principales victimes de la taxe? C'est une taxe qui va courir 44 millions d'euros, dont 24 pour le PSG, dont 20 pour le PSG, ça fait 24 pour les 13 autres clubs. 13 ou 14 clubs sur 42 clubs professionnels. Ça veut dire que tous les clubs ne le payent pas. Hein. C'est les 13 clubs. 20 pour le PSG, les autres grosses contributions qui sont très nettement en dessous de ça. Mais le Qatar qui a les moyens ne bénéficiera pas de dérogation. Il paiera. Je crois effectivement que ça va se passer comme vous l'imaginez. Oui, et pendant ce temps-là, Monaco, financé par un riche financier russe, lui, alors là, il casque rien. Monaco, c'est un problème qui fait partie de nos réflexions, de notre travail. Parce que c'est un paradis fiscal. C'est un paradis fiscal. Ils sont liés par une convention fiscale avec la France et ils participent au championnat de France avec un avantage fiscal qu'on peut estimer de l'ordre de 60 millions d'euros par an. Et donc, je comprends les clubs professionnels français qui disent là, il y a un avantage compétitif qui est insupportable. Mais est-ce qu'il y a un moyen pour eux, pour Monaco, d'avoir à payer une quote-part? Il y a mes camarades et collègues sénateurs qui ont imaginé qu'on pouvait faire payer cette taxe 75% sur ce club. Je ne sais pas si ça franchira la barre du Conseil constitutionnel. Sinon, s'il y a d'autres moyens, nous allons les trouver. Est-ce que les présidents de club vous ont compris? Et ils ont compris l'impopularité de leur soi-disant grève et de leur chantage. Et après la victoire des Bleus, il y a l'impopularité et le ridicule. Est-ce qu'ils reportent ou ils annulent leur grève? Dans les mots, ils ont dit reporter. Dans ma pensée à moi, c'est une annulation. Merci beaucoup Jean Glavany. Merci Jean-Pierre Elkabbach. Demain, c'est donc Bernard Cazeneuve, le ministre du Budget, qui sera votre invité à 8h20.